Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va plutôt super et aujourd'hui je vous retrouve pour une review d'un nouveau film Dragon Ball. Vous savez que sur la chaîne je vous ai fait la review via le coffret des films qui étaient ressortis chez AB Vidéo, des films Dragon Ball et Dragon Ball Z, et aujourd'hui j'avais envie de traiter du dernier film de la licence Dragon Ball Super avec Dragon Ball Super Super Hero. Je me suis permis de prendre quelques notes afin de ne pas me perdre au niveau de la chronologie de cette review, car vous allez pouvoir passer d'une partie à une autre selon votre préférence. Donc cette review va se baser en 4 parties. Donc la présentation du scénario globalement, qu'est-ce qui se passe dans ce film Dragon Ball Super Super Hero, les enjeux du scénario, qu'est-ce qu'il y a en bien comme en mal dans ce scénario, qu'est-ce qui est bien, les bons points et les mauvais points, vraiment pour faire très simple, de ce scénario. Donc ça rejoint un petit peu la partie 1. La partie 3, nous allons pouvoir parler de l'animation, du staff, de la direction artistique, de tout ce qui tourne autour de la production de ce film Dragon Ball Super. Et pour finir, une conclusion, tout ce qu'il y a de plus classique pour faire un état des lieux de tout ce que j'aurais pu dire durant cette review. Donc ce film Dragon Ball Super Super Hero, sorti donc le 11 juin 2022, repoussé, parce qu'il devait sortir le 24 avril, mais à cause des soucis de production et du hacking qu'avait subi la Toei à cette époque-là, le film avait été repoussé. Donc on va pouvoir partir sur la première partie, présentation du scénario. Qu'est-ce que raconte ce film Dragon Ball Super Super Hero? L'armée du ruban rouge, à l'époque de Dragon Ball, vous vous en souvenez, avait été détruite par Son Goku, avec son leader, le général Red. Quelques années plus tard, donc à notre époque, son fils, Magenta, veut permettre à l'armée du ruban rouge de redorer son blason et de revenir au sommet des organisations maléfiques les plus grandes de la Terre. On se rappelle évidemment des événements que l'on connaît qui ont découlé de l'armée du ruban rouge, c'est-à-dire la naissance des androïdes, des androïdes numéro 17, numéro 18 avec le génie du docteur Gero, et ça a son importance parce qu'un nouveau personnage va également faire son apparition, le docteur Gebo, si je me souviens bien et que je n'écorche pas son nom, c'est Gebo je crois, qui est le petit-fils du docteur Gero, tout simplement. Donc il est aussi génial que lui, il est aussi intelligent que lui, et il va concevoir 2 androïdes, enfin 3, ce qui est vraiment le plus intéressant. Les super-héros, parce que ce film s'appelle Super-héros, pas juste pour faire joli, tout simplement. Donc il va se servir de l'armée du ruban rouge, le docteur Gebo, pour avoir de l'argent, pour avoir un financement, pour créer les meilleurs androïdes, pour créer les androïdes les plus puissants sur Terre. Donc il va profiter de la richesse de l'armée du ruban rouge pour concevoir ceux qu'on connaît dans le film comme étant Gamma 1 et Gamma 2. Ainsi que l'ennemi le plus puissant du film, l'ennemi final de ce film. On en reparlera juste après. Donc les persos principaux de ce film seront principalement, le film sera centré vraiment beaucoup sur Piccolo et sur Son Gohan, tandis que Goku et Vegeta vont rester tranquillement s'entraîner sur la planète de Whis, sur la planète de Beerus plus précisément, avec Whis plutôt, c'est important de le notifier, ils auront Broly à leur côté pour je pense, lui apprendre de souvenir à maîtriser sa force. Eux, ils seront mis de côté parce qu'ils ne seront pas du tout dans le film. Tandis que Gohan et surtout Piccolo qui entraîne Pan, qui à cette époque a 3 ans. Donc au moins on peut se placer au niveau de la chronologie de ce film. On sait que ça se passe une année avant le 28e Tenkaichi Budokai, c'est-à-dire la fin de Dragon Ball, la fin de l'œuvre originale telle qu'on la connaît, avec le 28e Tenkaichi Budokai où Pan a 4 ans à la fin de l'œuvre originale, ce qui fait que ça remet quand même pas mal de choses en question au niveau chronologie, et on en parlera du coup dans la partie 2 sur la cohérence, sur les enjeux du scénario, sur ce qui va pas, etc. Et donc Piccolo va se retrouver tout simplement mêlé à tout ça, puisque l'armée du Red Ribbon, accompagnée de Gamma 1 et Gamma 2, vont vouloir détruire Son Goku, vont vouloir détruire tout ce qu'ils considèrent comme des méchants, c'est-à-dire que les super-héros interviennent, détruisent les méchants, etc., etc. Ils considèrent Goku et ses amis comme étant les méchants de l'histoire.
Alors qu'en fait c'est totalement l'inverse, hein. Évidemment, hein, vous en doutez que Gamma 1 et Gamma 2, en vérité ils savent pas que Son Goku et Vegeta et même toute la clique, hein, ne sont en réalité pas des gens mauvais, hein. Sauf qu'ils vont se faire embobiner ils vont traiter Piccolo et tous les autres comme étant des vilains, sauf que Piccolo à ce moment-là est le seul rempart sur Terre. Donc il va infiltrer l'armée du ruban rouge pour voir qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire, et de ramener un ennemi tout particulier, le troisième androïde conçu par le docteur Gebo, Cellmax. Voilà, Cellmax. Rien que le nom, on sent déjà qu'il y a un problème. Cellmax. Donc c'est un Cell beaucoup plus grand, qui est censé être beaucoup plus perfectionné, parce qu'ils ont récupéré grâce aux données du docteur Gero, parce que je vous rappelle que c'est l'ordinateur du docteur Gero qui a créé Cell, ils ont pu récupérer certaines infos concernant Cell, et le docteur Gebo a pu en reconstruire une version robotique, une version 100% robotique, parce que rappelons que Cell n'est pas robotique, hein, Cell est organique, hein. Il est né à travers les cellules des Saiyans, des cellules de Piccolo, des cellules de tous les terriens qu'on connaît, hein. Ils vont enlever Pan, parce qu'ils veulent absolument attirer Gohan, c'est important, ils veulent attirer Son Gohan, donc ils vont faire semblant d'enlever Pan, sauf que Piccolo étant toujours infiltré au sein de l'armée du Red Ribbon, il joue toujours le jeu. Un Piccolo, il est banger dans ce film, on en reparlera après. Il est banger dans ce film, donc il va se faire passer pour un soldat, il va parler à Pan pour lui faire croire que t'inquiète, je te protège, mais fais semblant de te faire enlever, fais semblant d'être malheureuse, fais semblant de pleurer, fais semblant de machin, ce qui fait que ça va forcément attirer Gohan. Pourquoi? Parce que Piccolo veut permettre à Gohan d'atteindre son potentiel maximal. Et pour ça, il fallait trouver un élément. Cet élément, c'est Pan, hein. On enlève Pan, ce qui oblige Gohan à se bouger le cul. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'ai fait un truc très simple, hein, j'ai englobé ça très simplement, et je me suis un peu perdu aussi parce que j'ai oublié pas mal de petites choses. Donc on va avoir des phases de combat telles qu'on les connaît, hein, à des moments un peu plus calmes d'infiltration avec Piccolo. Franchement, c'est très intéressant de voir Piccolo être mis en avant dans ce film-là, qui est en plus le professeur de Pan. Pan a l'air d'avoir une confiance à 100% envers Piccolo, donc elle vient le chercher à l'école, mais quand elle se rend compte que c'est Piccolo, parce qu'elle sent son ki, donc elle sait que derrière le masque de son uniforme de soldat, c'est bel et bien Piccolo derrière, elle joue le jeu jusqu'au bout, jusqu'à ce que Gohan soit attiré, parce qu'ils vont venir chercher Gohan, et il va les suivre, hein, jusqu'à l'armée du Red Ribbon, pour récupérer Pan. Donc il va affronter évidemment Gamma 1 et Gamma 2, même si je sens que son combat le plus long sera surtout contre Gamma 1. Et puis on va avoir évidemment, hein, tout ce qui va se passer après, c'est-à-dire le réveil de Cellmax par Magenta, qui visiblement on a marre d'attendre que le docteur Gebo prenne son temps, et surtout parce que pourtant, hein, le docteur Gebo l'avait prévenu que Cellmax ne devait pas être activé, sous peine que ce dernier se déchaîne, parce qu'il n'est pas encore 100% prêt, il n'est pas encore 100%... Enfin, les informations qu'ils ont récoltées ne sont pas suffisantes pour que Cellmax soit sous contrôle. Ce qui va obliger Son Gohan à activer cette nouvelle transformation. Pourquoi? Parce que Piccolo va également obtenir une nouvelle transformation dans ce film à travers certains éléments que l'on connaît dans l'univers de Dragon Ball et qui vont être réutilisés. Notamment, il va mentionner le fait que, à l'époque, Son Gohan et Kulilin, chez le grand doyen des Namek, avaient fait exploser leur potentiel latent. Vous vous en souvenez, hein, ils avaient libéré leur potentiel latent, et ça, Piccolo va s'en souvenir. Voilà, il va s'en souvenir, il va se dire, mais du coup, si je fais la même chose, je pourrais peut-être protéger la Terre, parce qu'à mon niveau, je ne suis pas assez fort pour être au niveau de Gamma 1 et Gamma 2. Donc il va évidemment poser la question à Dende, hein, s'il est capable de le faire. Et évidemment non, évidemment que non, ils vont utiliser le Dragon Ball, il va faire évoluer Shenron pour que ce dernier ait les mêmes capacités et qu'il puisse faire évoluer Piccolo pour qu'il puisse obtenir son potentiel latent relâché, c'est-à-dire cette nouvelle transformation en Piccolo un peu jaunâtre, et c'est bien le Piccolo potentiel latent relâché, donc en Piccolo avec son niveau maximum, hein, voilà, c'est-à-dire qu'on pourra, je pense, on n'y aura pas de Piccolo plus puissant que celui-là. Je pense que Piccolo niveau max il est là, hein. Le Piccolo maximum de ses capacités il est là, et il va même avoir une transformation géante, et ça on en parlera dans la cohérence d'ici quelques instants, parce qu'on va pouvoir passer très rapidement à cette partie 2, même si je pense qu'on y était déjà passé depuis bien 5 minutes. Au niveau des cohérences, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas? Premièrement, et je viens tout de suite d'en parler, la transformation de Piccolo en potentiel latent relâché. Pourquoi? Parce que dès le début du film, Piccolo est appelé Piccolo Daimao. Voilà.
Il est considéré comme étant Piccolo Daimao, c'est-à-dire le grand démon, le roi démon Piccolo. Je ne sais pas d'où ils tiennent ces informations. Peut-être qu'ils n'ont pas eu d'informations depuis très longtemps, ou bien c'était volontaire de la part de Toriyama de considérer Piccolo comme étant Piccolo Daimao. Pourquoi? Dans ce film, Piccolo est constamment appelé Dieu. Pourquoi? Ça fait depuis l'arc Cell qu'il n'est plus considéré ainsi. Pourquoi maintenant tout de suite dans ce film il est considéré comme Dieu? Même quand il appelle Shenron, il le regarde, il fait oh Piccolo-sama, Piccolo-sama. Mais frérot, tu l'as jamais appelé comme ça. Pourquoi tu l'appelles Piccolo-sama? Alors que ça fait très longtemps, ça fait même pour dire plusieurs années que Piccolo n'est plus Dieu. Parce que je vous rappelle qu'il a fusionné avec le Tout-Puissant, il a fusionné avec Kami pour retrouver sa forme originelle. Il avait fait ça pour affronter Cell à l'époque. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont récupéré cet attrait scénaristique. Mais ça fait depuis bien longtemps, depuis même avant l'arc Boo, que Dende est sur Terre et qu'il est le nouveau Dieu. Donc pourquoi ramener ça sur le plateau maintenant? Pourquoi faire passer Shenron pour un fanatique de Piccolo alors que ça fait bien longtemps, et surtout avec une énième utilisation des Dragon Ball que Shenron n'a jamais rien dit sur Piccolo. Donc pourquoi mettre ça sur le plateau maintenant? Je ne sais pas. Je vois pas l'intérêt en tout cas. Et il va donc lui relâcher son potentiel latent. Durant le combat contre Cell Max, je fais un bon gros bond en avant concernant le film. Il va y avoir Kulilin qui lui dit hey, tu te souviens que tu peux te transformer en géant, pourquoi tu le fais pas machin durant le 25e, je crois que c'était le 25e Tenkaichi Budokai, donc durant Dragon Ball, hein, durant la phase où Son Goku est passé ado, hein, passé adulte, et il affronte pour la première fois Piccolo, Ma Junior je crois qu'il s'appelait à l'époque d'ailleurs, et qui s'était transformé déjà en géant à cette époque-là. Featuring qui sera réutilisé durant le film avec Slug, qui est dans le film être censé être le seul être capable de se transformer en Super Namek. C'est l'appellation, hein, Super Namek, c'est-à-dire être capable de devenir géant. Dans l'œuvre originale, je ne sais pas si c'est le cas dans le manga. Hein. Est-ce que c'est une featuring qui existe uniquement dans l'animé où Piccolo devient géant? Je m'en souviens pas, j'ai pas été checker le manga avant d'écrire la review. Hein, pour être honnête avec vous, j'ai pas été checké. J'aurais dû, mais j'ai pas été checké. Ce qui fait que je peux pas vérifier la véracité de ces informations. Et donc Piccolo se... Paf! Ah oui, c'est vrai, je peux devenir géant, dis donc. Eh ben, je deviens géant. Pourquoi est-ce que c'est que les lignes qui lui dit et que d'un seul coup il percute qu'il peut redevenir grand? Je ne sais pas. C'est complètement ridicule en sachant la putain d'efficacité qu'aurait pu avoir cette transformation. Pourquoi la ramener maintenant? Pourquoi nous dire eh oui, vous vous en souvenez? Genre il y a 20 ans, Piccolo est devenu une fois, et une seule fois, grand face à Goku lors du Tenkaichi Budokai. Vous vous en souvenez? Ah, vous vous en souvenez pas? Bah voilà, vous vous en souvenez maintenant. Voilà. Et puis évidemment, la plus grosse incohérence de ce film, bah, c'est la transformation en Gohan. La transformation de Gohan en Beast Gohan, cette cohérence du scénario, va te faire foutre. Va te faire foutre. Voilà. Ça n'a aucun sens. Son Gohan se transforme limite comme si c'était le Super Saiyajin 2, donc on a exactement les mêmes attraits que cette scène de l'époque de Cell, donc c'est fait exprès. Hein, c'est clairement fait exprès. Piccolo est mis à terre face à Cell Max, et il voit Piccolo mort alors que Piccolo n'est clairement pas mort. On n'est pas du tout face à au même type d'intensité qui déclenche finalement la transformation en Beast Gohan, cheveux gris faisant penser vraiment beaucoup au Migate no Gokui avec les yeux rouges bestiales, etc. face à Cell Max qui l'explose en l'espace de 3 secondes parce que Beast Gohan est le plus fort. Voilà. Et j'ai oublié une scène d'ailleurs qui est aussi très importante, c'est Goku contre Vegeta sur la planète de Beerus. Il y a une phrase de Goku qui m'a énormément choqué. De toute façon, je déteste le Goku de Dragon Ball Super. Je trouve que Toriyama et Toyotaro, pour ne parler que d'eux, ainsi que de la Toei, parce qu'il faut savoir différencier le manga de l'animé, hein, qui ont des trames narratives approximativement qui ont les mêmes trames narratives mais qui se décident de prendre des chemins différents en fonction des arcs. Mais le Goku de Dragon Ball Super, de toute façon, c'est un Goku que je déteste. Et la phrase qui m'a choqué, c'est quand il parle à Vegeta, quand il voit en fait que Vegeta est en train de méditer, et qu'il regarde Vegeta et qui dit ouais, ça sert à rien de méditer, mets-toi debout, vas-y on se bat là, ça sert à rien de méditer. T'es con? Enfin, t'es con, non, c'est pas possible, t'es con. Enfin, frérot, t'es Goku. Dans Dragon Ball, tu méditais toi-même. Rappelez-vous, sur la planète des Kaioshin,
pour s'entraîner à maîtriser correctement son ki, même dans la salle de l'esprit et du temps avec Gohan, il apprenait à maîtriser la phase finale du Super Saiyajin, pour maîtriser le Super Saiyan complètement. On avait un Goku qui était conscient que l'entraînement, de la méditation, de pouvoir maîtriser son ki parfaitement bien, de pouvoir le malaxer comme il veut, de pouvoir sortir des Kikoa de la bonne taille, etc. Un exemple tout con, vous voyez ce que je veux dire? C'était utile et que ça apportait quelque chose. Là, il dit littéralement à Vegeta, ça ne sert à rien. Non, mais c'est pas le même Goku, c'est pas possible, vous vous foutez de ma gueule. Je suis désolé, mais cette scène, c'est celle qui m'a le plus énervé. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. De toute façon, les enjeux, globalement, c'est boum boum, on tape les méchants. Oh là là, on change de camp parce qu'on comprend qu'en fait, Gohan et Piccolo ne sont pas les vrais méchants, mais que c'est le général Magenta le méchant. Ouh là là, Gamma 1 et Gamma 2 qui se rendent compte qu'ils sont dans le mauvais camp depuis le début, qui prennent à partie finalement Cellmax, qui combattent ce Cellmax, qui est lui-même une création du docteur Gebo, et puis ça finit sur le sacrifice de Gamma 2 qui malheureusement se sacrifie. Et c'est une scène que j'ai pas trop compris parce que quand Gamma 2 meurt, il disparaît en poussière alors que c'est censé être une machine. Il n'y a pas de grands enjeux à 100%, ça se passe principalement dans la base de l'armée du Red Ribbon. T'as l'impression que 100% de la ville, 100% du monde entier n'a pas su ce qui s'était passé. Et Piccolo dit chut, faut rien dire, il s'est jamais rien passé ici, s'il vous plaît ne dites rien à personne, de toute façon personne n'a rien vu. Donc on a cette impression que la Terre est en danger, mais pas trop non plus. C'est sur un cercle très fermé. Son Gohan. Il y a même Sangoten et Trunks, j'en ai même pas parlé parce que de toute façon ils servent à rien. Voilà, donc je suis désolé de le dire, mais ils servent à rien. Si, ils servent juste une fois pour la blague, parce qu'il fallait mettre une petite blague. Ils fusionnent, mais ils fusionnent de la mauvaise façon. Ils se plantent en fusionnant. Le Gotenks gros, vous voyez, pour la blague, oulala. Et puis sans faire exprès, il fissure le point faible de Cellmax, qui est sa tête en fait. Pour le détruire, il faut détruire sa tête. C'est là où est son noyau. Donc pour la blague, c'est le premier à réussir à fissurer la tête de Cell. Donc à part ça, il sert à que dalle. Krillin, il est là aussi pour la blague. C-18 est là aussi pour la blague, mais tous les autres ne servent à rien. Les seuls qui servent vraiment à quelque chose, et qui sont les éléments centraux de ce super-héros, c'est principalement Gohan et Piccolo, avec son potentiel latent relâché. Donc voilà. Globalement, c'est pas une grande réussite au niveau du scénario. On va dire que même c'est vide. C'est très très vide niveau scénario. C'est je veux réveiller Gohan parce que je veux le forcer à s'entraîner parce que je sais pas pourquoi. En plus, il ne mentionne même pas. Si, Goku mentionne les événements du tournoi du pouvoir, de ce qui s'est passé après, et qui veut devenir plus fort pour combattre les plus grands de l'univers, machin truc. Mais à part ça, on n'a pas l'impression que ça concerne grandement Gohan, ou qu'on mentionne ses faits. On mentionne ce qu'il a fait durant le tournoi du pouvoir, où il a retrouvé ses pouvoirs d'Ultimate Gohan, machin. Là, on a l'impression de retrouver exactement le même Gohan que dans Battle of Gods ou que dans Fukatsu no F, où il ne s'entraînait plus du tout, où il était concentré sur son boulot, sur sa vie, et où il donnait toutes les autres tâches qu'il avait à faire, c'est-à-dire s'occuper de Pan, aller la chercher à l'école, à Piccolo, parce que visiblement Piccolo c'est une babysitter. Donc voilà, mais ce que je veux dire, c'est on justifie d'une manière assez ridicule le moyen de ramener Gohan sur le terrain et le forcer à se battre. Je trouve que c'est pas la meilleure façon, très sincèrement. Il fallait vraiment donner une logique, surtout qu'il ne capte pas que c'est Piccolo. Comment? Alors que Pan, elle grille direct que c'est Piccolo. Donc c'est ridicule. C'est tout simplement ridicule. Bref, ouais, vous avez compris, je peux y passer 3 heures. Passons maintenant à la troisième partie, animation, staff, etc. Le plus gros point noir finalement de ce film, enfin, le maxage autour de ce problème du film, c'est-à-dire qu'il est fait en full CGI. Oh là là, oh là là. Alors là, attention, parce que je me doute bien que ça a rebuté 90%. Alors je sais qu'il y a eu des contre, des pour, des machins, des gens qui ont défendu ce film sur la CGI. Je fais partie de ces gens-là qui défendent le film sur la CGI. Parce que franchement, après tout le maxage autour du film, les gens qui ont été le voir au Japon en disant c'est moche, c'est machin, que le film n'a pas forcément très bien marché au Japon, ce qui est le cas, il n'a pas fait d'énormes recettes. Aux États-Unis, il me semble qu'il a hyper bien marché, j'ai vu les chiffres, il n'y a pas si longtemps que ça. Il fonctionne extrêmement bien aux États-Unis. Et visiblement, le format a été pensé pour eux, hein. Le format super-héros, quand Gamma 2 affronte Piccolo au début du film, on a ces espèces de kanji, où on a ces onomatopées, kaboom, machin, qui apparaissent derrière, qui font très comics, en fait. Hein. Et on a l'impression que
le réalisateur ou même les producteurs de ce film de super-héros ont vraiment centré ce film pour les Américains. Mais ça se voit, hein, puisque vu le succès qu'il a en Amérique, visiblement c'est marché gagnant pour les Américains, hein. Visiblement ils ont touché le public pile poil qu'il fallait et ça marche. Donc on peut dire bravo. Et au niveau de cette CGI, franchement, il y a eu du maxage pour pas grand chose, hein. Le film, il est très très beau, hein. Je suis désolé, mais il est extrêmement beau, hein. Je suis désolé, mais les phases de combat sont extrêmement dynamiques. Je m'attendais à quelque chose de bien plus saccadé en termes de 3D. Franchement, je suis impressionné, hein. Je suis impressionné de par l'évolution technologique que la Toei peut proposer. Parce que, faut savoir que les gens se sont plaints du fait que ils expérimentaient déjà la 3D sur Dragon Ball Super Broly et que c'est ce qui les avait poussés à faire ce film super-héros en full CGI. C'est faux. C'est complètement faux, hein. Sachez que cette expérimentation de la 3D sur Dragon Ball n'a jamais commencé avec Broly, hein. Vous avez jamais vu Fukatsu no F et Battle of Gods, hein, pour dire des conneries pareilles, hein. La 3D était déjà présente et bien plus présente sur Fukatsu no F, hein. Les combats, principalement le combat de Goku Super Saiyajin Blue contre Golden Frieza dans Dragon Ball Z Fukatsu no F, le 3/4 du combat était en CGI. La 3D était déjà expérimentée depuis bien longtemps sur Dragon Ball, hein. Ça faisait bien longtemps, hein, et Dragon Ball Super Broly n'est qu'un autre produit de l'essai de la Toei, et c'était pas le premier film sur lequel ils expérimentaient de la CGI, hein. Donc franchement, c'est très malhonnête de dire que c'est Broly qui les a lancés sur ce super-héros en full CGI, alors que ça faisait déjà belle lurette depuis 7 ans, 8 ans, 9 ans qu'ils expérimentaient, voire plus que ça, depuis, je l'ai dit, hein, depuis Battle of Gods, depuis 2013, ils expérimentaient déjà la 3D sur des films Dragon Ball depuis le retour de la licence au cinéma en fait, hein. J'ai beau revoir le premier teasing de l'époque où on voit Goku en fait bouger sur un fond qui tourne en 3D avec une caméra 3D qui tourne autour de Goku. Je suis désolé, mais c'est super stylé, c'est super beau. Je suis désolé, mais c'est hyper classe. Moi, j'ai adoré la mise en scène de chacune des scènes de combat, que ce soit Son Gohan sous la pluie face à Gamma 1 et Gamma 2. C'est hyper classe. Et ne parlons même pas du combat final contre Cellmax, qui est dans un décor post-apocalyptique. T'as tout qui explose, t'as les décors qui tombent, t'as des gigantesques cailloux qui tombent. Tout est en 3D, tout. Et c'est hyper clean. Je suis désolé, c'est hyper clean sa mère. C'est hyper beau. Je suis désolé, mais la transformation de Son Gohan en Super Saiyan, la première, dans le tout début du film, c'est hyper stylé. T'as les effets d'éclairs, t'as le ciel qui s'assombrit et qui s'éclaire d'un seul coup quand il se transforme en Super Saiyan. Même la transformation finale en Beast Gohan, je suis désolé, mais c'est une pépite pour les yeux, hein. C'est une pépite visuelle, hein. C'est super joli, hein. Donc je trouve qu'il y a eu un maxage pour vraiment pas grand chose autour de ce film, hein, pour la direction artistique, pour la beauté de la CGI, parce que franchement la prod a fait un super boulot en l'espace de 3 ans, en l'espace de 3-4 ans depuis la sortie de Broly, qui travaillait déjà sur ce film là. Donc un maxage pour pas grand chose. Donc voilà, on va finir avec une petite conclusion. Sincèrement, si je devais donner une note subjective à ce film, parce que objectivement ça serait stupide de donner une note objective, hein, ça n'existe pas. Je ne donnerais, pour l'essai de la 3D réussite, selon mon goût, je donnerais facilement, allez, pour la 3D, je donnerais un bon 7 ou 8 sur 10. Pour le scénario et ses enjeux, je donnerais je vais lui donner la moyenne, mais c'est très difficile de juger, hein, puisque de toute manière c'est subjectif, hein, c'est que mon avis. Je donnerais facilement un 5 ou 6 si vraiment je suis gentil, mais il y a trop de trucs incohérents, que ce soit le fait qu'il mentionne Piccolo comme étant l'ancien dieu, le fait qu'il mentionne l'idée de mentionner le doyen Namek qui a fait exploser le potentiel latent de Kulilin et Gohan à l'époque de Namek, c'était une bonne idée. Mais il y a trop de choses remémorées par rapport à Cell, par rapport à Piccolo de l'époque de Dragon Ball, qui n'ont rien à faire là et qui ne sont pas cohérents avec le scénario en lui-même, même de toute la licence. Il y a des trucs qui ne sont pas mentionnés depuis Dragon Ball Z, pour parler vraiment que de l'animé, et des choses qui ne sont même pas cohérentes en elles-mêmes dans le film. Donc pour le scénario, ouais, franchement, je lui mets la moyenne et je suis gentil. Parce que
Les combats sont extrêmement bien réalisés. L'animation et tout le maxage autour sont vraiment ridicules et tout était bien. Hein, tous les combats étaient sympas, même si les enjeux sont vraiment zéro, puisque de toute manière Pan n'est pas en réel danger. Un Piccolo est derrière pour la protéger. C'est juste un film là pour remettre Gohan sur le devant de la scène, pour te dire eh oh, vous avez vu, on peut faire des films sans Goku et Vegeta. Et c'est réussi. C'est réussi. Un film sans Goku et Vegeta, c'est réussi. Franchement, ça a marché. Ça matche bien. Ça matche bien. Et évidemment, la fin, le méchant qui change de camp, parce que le docteur Gebo, en réalité, il n'a jamais été méchant. Alors, on le présente comme un criminel, mais il se range finalement du côté de la Capsule Corporation à la fin du film. Bulma les prend sous son aile. Lui et Gamma numéro 1 rentrent au service de Bulma au sein de la Capsule Corp. Donc, tout est bien qui finit bien, les événements n'ont eu aucun impact sur le monde, sur la capitale, sur toutes les villes environnantes. Tout s'est centré principalement sur l'armée du Red Ribbon et sur sa base. Donc personne n'a été mis en danger. Vraiment pas grand monde, hein, vu que tout s'est centré là-bas et que le combat s'est terminé là-bas. À part, voilà, deux, trois petites scènes très intéressantes de combat. Le scénario n'a pas grand-chose à apporter, n'a pas grand-chose. Le film s'apprécie tel qu'il est. Le film s'apprécie tel qu'il est. Si tu cherches pas la cohérence avec l'œuvre originale, il y en aura pas. Parce que si tu cherches la cohérence comme moi, comme je l'explique dans cette vidéo, tu vas te planter et tu vas regarder de travers, tu vas faire hein. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Appréciez le film tel qu'il est. Voilà. Ne vous prenez pas la tête. Ne me dites pas que la CGI est mauvaise parce que oulala, c'est fait exprès pour nous casser les couilles. Dragon Ball, ça doit pas être en 3D, ça doit être en 2D. C'est un test. C'est un test qui n'a pas forcément marché au Japon, mais qui marche aux États-Unis. Donc je vois pas pourquoi il s'arrêterait en si bon chemin. Et moi, je suis partant pour refaire un autre film en CGI. Je suis pas contre. Je suis vraiment pas contre. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en description, en commentaire plutôt, oula, excusez-moi, en commentaire. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bye.